Alors pour commencer, la santé et l'État, des grandes banalités pour des sociologues. Pour ceux qui ne sont pas sociologues, ça peut être intéressant. Dans nos sociétés, la santé est au cœur des préoccupations de l'État. Durant la première moitié du XXe siècle, la médecine a fait des progrès absolument considérables et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans tous les pays développés, on a mis en place de grands programmes d'assurance maladie qui répondaient au fond à un nouveau droit, une nouvelle valeur qui est devenue une espèce de droit inhérent, si on veut, à la vie, qui était le droit de vivre en santé. Non plus simplement le droit de vivre, mais le droit de vivre en santé. Et à partir du moment où on identifie dans les chartes des droits et libertés, dans les constitutions, le droit fondamental de chaque individu d'une société à égalité, si on veut, de vivre en santé, à partir du moment où cet énoncé est fait, l'État devient responsable de mettre en place les institutions, les services qui devraient permettre à ce droit de s'exprimer. Et donc tout individu n'étant pas en santé, tout individu ressentant la maladie est en droit de demander à l'État qu'il intervienne pour l'aider à recouvrer la santé. Et c'est autour de cette idée-là que s'organise la sensibilité extrême de toutes nos démocraties envers les programmes d'assurance maladie et l'accès aux soins. Partout dans les systèmes de santé, on s'interroge sur leur capacité, dans les années qui viennent, à assurer de façon efficiente à toutes les personnes souffrantes un accès libre et équitable aux services de santé. Cette préoccupation nous renvoie très, très directement à trois grandes exigences. Il va falloir que nos systèmes permettent d'être équitable, c'est-à-dire de garantir un accès juste à tout le monde, quelle que soit son origine, son lieu, son âge, son sexe, son genre, ainsi de suite. Il doit en même temps garantir des libertés fondamentales, la liberté de choix, la liberté professionnelle, et il a une exigence, étant donné que c'est financé par l'État, de garantir l'efficience. Dans une démocratie, tout gaspillage de l'argent public devient littéralement un péché qui est sanctionné par les élections, qui est vu comme particulièrement contre nature de la démocratie. Donc une nécessité de maintenir une tension, et je vais utiliser souvent cette image, non, une tension dynamique entre le besoin d'équité, la volonté de liberté et la nécessité d'efficience. Les systèmes de santé, en quelque sorte, sont... pas en quelque sorte, les systèmes de santé dans la plupart de nos pays constituent la plus grosse industrie ou une des plus grosses industries du pays. Au Québec, l'industrie de la santé représente à peu près un emploi sur 10, représente 12% du produit intérieur brut. C'est une énorme industrie. C'est une énorme industrie qui correspond à un droit fondamental. Pour faire fonctionner cette industrie, en réponse à ce droit, on a créé des institutions, des organisations, des systèmes d'assurance maladie, les hôpitaux, les médecins, la structuration de la profession médicale. L'ensemble de ces éléments constitue ce qu'on peut appeler le système de soins, le système de santé, le système de soins. Je n'ai pas aujourd'hui que je vais faire des débats autour des deux, on pourra en parler dans les questions. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces systèmes, ces institutions sont tellement importantes. Au Québec, 40% des programmes de dépenses, 40% des dépenses du gouvernement en très très gros, qu'on peut dire sans se tromper que le système de santé est le miroir de la société tout entière. Et on peut faire l'affirmation comme quoi, si dans un pays un système de santé est inéquitable, plein de passe-droits, sclérosé, peu respectueux de la dignité humaine, composé de personnes qui poursuivent leur intérêt individuel plutôt que l'intérêt collectif, ainsi de suite, alors il faut constater, il faut prendre acte du fait que c'est la société tout entière qui est inéquitable, sclérosée, mesquine, peu respectueuse, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, la question du mal fonctionnement du système de santé n'est pas seulement une question technique sur un secteur de la société, mais c'est bien une question fondamentale, notre incapacité
à réformer les systèmes de santé sont une démonstration de notre incapacité à réformer ou à maintenir une société démocratique. Donc ce dont on parle quand on parle de la gouverne des systèmes de santé ou de la réforme des systèmes de santé, ce n'est pas une question technique, c'est une question très très fondamentale, en bout de course, en bout de réflexion sur la démocratie, la personne humaine, le droit de la personne humaine de vivre en santé. Qu'est-ce qui se passe en très gros? C'est que nos systèmes de santé ont été mis en place entre les années, selon les pays, 50, 70, et ils ont commencé à évoluer. Ils ont commencé à évoluer sur une trajectoire prévisible. Cette trajectoire prévisible, c'est ce qu'on va appeler le statu quo. Ce statu quo, ce n'est pas l'immobilité, c'est un mouvement dans une direction prévisible, et cette trajectoire, ce mouvement prévisible nous entraîne dans une direction qui nous inquiète, fondamentalement nous inquiète. Nous inquiète parce qu'on a l'impression que l'équilibre requis entre équité, liberté, efficience n'est pas au rendez-vous et qu'on a de plus en plus de questions autour de chacun de ces trois buts, de ces trois valeurs et de leur articulation. Alors les systèmes... Alors, pourquoi cette trajectoire est inquiétante? C'est qu'à l'analyse, on s'aperçoit que ce sont des trajectoires qui ont une très grande inertie. C'est extraordinairement difficile d'infléchir volontairement ces systèmes. Ils évoluent rapidement dans une direction inquiétante et ils ont une efficience qui décline sans répondre aux attentes de la population. Alors, je vais utiliser plusieurs données qui proviennent, je vous le montre juste d'un sondage du Commonwealth qui a été fait en 2011 auprès de 19 000 personnes ayant des problèmes de santé reconnus. Alors, par exemple, la perspection globale du système de santé en fonction des pays, on posait la question, lequel des énoncés suivants exprime le mieux votre impression? Les systèmes fonctionnent bien, notre système de soins a des bonnes choses, mais il faut des petits changements, ou il y a tellement de choses à faire qu'il faudrait le changer au complet. Alors, en bleu, il faut le changer au complet, en jaune pâle, il faudrait faire des changements, et dans son ensemble, il fonctionne bien, et seulement des changements mineurs sont requis. Alors, ce qu'on aperçoit, c'est que le Canada, il y a à peine un petit tiers qui pense que le système fonctionne bien et qu'il n'y a pas besoin de changement. Au Québec, c'est à peine un quart. Et selon les pays, on s'aperçoit que dans des pays comme la Suisse, une lourde majorité pense que ça fonctionne bien, et dans d'autres endroits, États-Unis, Allemagne, Australie, Canada, on est à peu près un tiers seulement qui pense que ça fonctionne bien, et on voit en corollaire qu'un quart, un cinquième des gens disent qu'il faudrait une réforme en profondeur. Donc on a l'impression qu'il y a des inquiétudes. Au Québec, par exemple, la même question entre 2008 et 2011 nous dit la proportion des gens qui pensaient que le système fonctionnait bien passe de 30 à 24%. La proportion des répondants qui disent que la qualité des soins était bonne est passée de 61 à 59%. La proportion des répondants qui sont un médecin de famille de 89 à 84. La proportion des répondants diabétiques qui ont passé au moins un examen des pieds au cours de la dernière année de 52 à 25. Donc toutes sortes d'indicateurs qui nous disent que ça ne va pas dans le bon sens. D'où l'idée de la trajectoire qui va dans un sens qui n'est pas souhaitable. On observe dans ces comparaisons internationales que certains pays réussissent mieux que d'autres. Alors là, vous avez les tableaux assez classiques du Commonwealth qui nous disent, regardez, l'Australie, le Canada, l'Allemagne, la Hollande, la Nouvelle-Zélande, les Royaumes-Unis, les États-Unis, autour de la qualité des soins, de l'accès, de l'efficience, de l'équité, de la durée et la qualité de vie. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des différences et que très très globalement, les deux systèmes qui, parmi ceux-là, fonctionnent le moins bien sont les États-Unis et le Canada. Surprise quand même, c'est que le Canada, qui fonctionne, il y a un système de soins qui est, à la lumière de ces témoignages, défaillant, a quand même une durée et une qualité de vie qui la place de deuxième rang. Alors ça va être intéressant à garder en tête. Il y a quelque chose de ces éléments-là. Alors, première observation, il y a des variations entre les pays. Mais deuxième observation, malgré ces variations, ces pays ont des problèmes semblables, malgré des arrangements institutionnels très différents.
Alors je pense que cette idée est importante. Quand on lit la presse, quand on lit les journaux spécialisés, on a très très souvent l'impression, quand on lit un journal en France, qu'avec à peine quelques mots de vocabulaire différents, on aurait pu écrire le même journal ici au Québec. On le lit en Suisse ou en Belgique, c'est un peu la même chose. On a l'impression que des situations semblables existent partout. Alors très très rapidement, je vais vous montrer des chiffres. Des situations semblables existent partout. Pénurie ressentie de ressources, attentes souvent longues. Alors des choses comme délai pour obtenir un rendez-vous avec un médecin ou une infirmière, des délais qui sont en même jour au lendemain 50%, 6 jours, 2 à 5 jours 20%, plus de 6 jours en foncé qui peut aller au Québec jusqu'à 30%. Impossible d'avoir un rendez-vous au Québec 10%. Mais on s'aperçoit que ce problème, il n'est pas simplement un problème qui est propre ici aux provinces canadiennes et entre autres au Québec, mais c'est à des degrés divers un problème que l'on retrouve à peu près partout. Pour cette question-là, moins au Royaume-Uni qu'ailleurs. En France, par exemple, il y a quand même 7% des patients qui vont attendre une semaine ou plus, un petit pourcentage, 2%, qui disent qu'ils peuvent difficilement avoir un rendez-vous. Délai pour voir un médecin spécialiste, alors là, en jour, des délais qui sont au Canada dramatiques. Au Québec, 78 jours. On s'aperçoit que dans les autres pays, ces délais existent aussi, mais sont moins importants. Dans un autre ordre, toutes sortes de données nous disent, écoutez, partout, il y a une question sur la dévalorisation ou la difficulté de reconnaître à sa juste valeur la médecine de première ligne, manque d'intégration de la médecine de première ligne avec le système, et en corollaire, en lien, l'engorgement des urgences. L'engorgement des urgences étant l'espèce de manifestation, la plupart du temps, la meilleure explication de l'engorgement des urgences, c'est un dysfonctionnement en amont sur les services de première ligne. Alors là encore, on peut poser est-ce que vous pouvez avoir un médecin le jour même? Pas très souvent. Est-ce que le médecin de famille assure la coordination entre ce qu'il donne et d'autres services? Toujours souvent 50% au Québec, 50% non. En France, 42% oui, 59% non. Donc on voit encore des variations intéressantes et des problèmes similaires. Difficulté à obtenir des soins en dehors des urgences, le soir, les week-ends, les jours fériés. Là encore, on voit que dans à peu près 50%, c'est non, mais difficile ou très difficile, mais qu'il y a des variations entre les pays. Utilisation des urgences, on les utilise. Nombre de visites d'urgence au cours des 2 dernières années, alors aucune, une ou 2 ou plus. On voit que 2 ou plus en foncé au Canada, c'est l'ordre du tiers des personnes qui ont 2 visites à l'urgence ou plus durant l'année. Et puis que dans les autres pays, on a aussi des variations et des différences. Utilisation des urgences pour des soins non urgents. Alors là, c'est tout à fait intéressant. La partie claire de ce graphique, c'est les soins qui auraient pu être donnés sans problème par des médecins hors de l'urgence. Et on voit qu'il y a un potentiel d'efficience considérable, plus du tiers de ce qui est fait à l'urgence aurait pu être fait ailleurs. Coordination des soins par le médecin de ville, pas très souvent. Coordination des soins à la sortie de l'hôpital. Et là, important, en France, 77% sortent de l'hôpital sans avoir de rendez-vous précis avec leur médecin de famille. Au Québec, c'est 61%, donc des problèmes de première ligne d'attention. On voit aussi des tensions partout entre la logique de service public et la logique assurantielle. Des grandes disparités sociales et économiques d'accès aux soins. Alors en France, on estimait à 4 ou 5 millions de personnes qui ont des difficultés d'accès aux soins. Aux États-Unis, un nombre important, même depuis la réforme Obama, qui ne sont pas vraiment couverts complètement par de l'assurance. Alors on peut voir qu'il y a encore aujourd'hui des refus d'assureurs à payer de certains services. Les assureurs ne sont pas au service d'une logique de santé publique, ils sont au service de leurs actionnaires et ils vont limiter l'accès aux soins, non pas pour des raisons d'efficience, de soins, mais bien pour des raisons économiques.
Des problèmes d'accès aux soins pour des raisons à cause du coût, ça existe. Bien que l'on parle de système public d'assurance maladie, les gens ressentent, les gens malades, qui ont une maladie chronique dans ce cas-là, ou une maladie courante, ils disent, ben oui, pour entre 9 et 33% d'entre eux, ils disent, on a des problèmes d'accès aux soins, on réfléchit avant d'aller dans le système de soins parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'y aller. Non seulement il y a et quelle est l'importance de ces résistances? C'est ce que les gens doivent payer directement de leur poche. Ils ne sont pas couverts par l'assurance. Alors les coûts qu'il faut payer directement de sa poche pour aller aux soins quand on est malade régulier dans différents pays peuvent être considérables. Et on voit entre autres qu'au Canada, ce sont des sommes qui sont en moyenne de $800 par année. Donc c'est loin d'être négligeable. On est dans un système public, mais il y a des parties privées qui pèsent, entre autres le médicament dans plusieurs provinces, qui pèsent très lourdement sur l'accès aux soins. Le pourcentage de personnes qui n'ont pas utilisé un service à cause de ces coûts varie entre les pays, mais ça existe même dans des pays qui ont les systèmes d'assurance maladie les plus avancés. Parmi les problèmes partagés, il y a le problème de la qualité. Alors, le problème de la qualité, le problème des erreurs médicales, le problème des contre-indications médicamenteuses ou des complications médicamenteuses est un véritable problème, on pourrait presque dire une hécatombe de santé publique. Alors, la qualité des soins, on demandait comme question, est-ce que vous la jugez excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise? C'est quand même important de considérer que bonne, c'est la troisième catégorie, c'est-à-dire vraiment pas très bonne, passable et mauvaise, ça représente des montants de près de 40-50%, voire 70% en Allemagne. Donc il y a, de la part de la population, l'impression que les soins qu'ils reçoivent ne sont pas à la hauteur des attentes. Erreur médicale, on posait la question au cours des 2 dernières années, vous a-t-on déjà donné un mauvais médicament? Pensez-vous qu'une erreur médicale s'est produite? Avez-vous reçu des résultats? Et là, d'une façon régulière, 5 à 25% des patients disent oui, ça m'est déjà arrivé. Et quand ça arrive, est-ce qu'il y a eu des suites graves? Et là, c'est important, quand ça arrive, pour 50% des patients, les suites ont été très sérieuses, importantes. Et donc, il y a un vrai problème de contrôle de l'activité médicale, de la pertinence des soins qui se partage entre les différents pays. Est-ce que vous avez dû être réadmis à l'hôpital, qui est encore une mesure classique de qualité, dans un nombre assez grand, un pourcentage non négligeable? Il y a eu des réadmissions qui étaient causées par une prise en charge problématique d'un traitement. Alors les traceurs les plus courants de la qualité, par exemple l'examen de pied chez les personnes diabétiques, on s'attendrait à ce qu'il y en ait au moins une par an, et là on voit que au Québec, 75% des personnes diabétiques n'ont pas eu une visite dans l'année. Alors, en plus de ces problèmes, on a l'impression qu'il y a un domaine qui est un domaine particulièrement sensible au dysfonctionnement, c'est celui des médicaments et des technologies de pointe, incapacité de contenir la hausse des médicaments et de très nombreuses pressions pour désassurer les services. Alors là encore, consommation de médicaments, les consommations de médicaments, non moyens de médicaments prescrits, pris sur une base régulière en fonction des pays. Et là, on voit que le Québec se démarque avec les États-Unis. Nous sommes les premiers de classe avec 4 médicaments pris sur une base régulière durant des longues périodes, puis ce sont des patients qui ont des maladies régulières. Mais ce problème d'une consommation importante de médicaments est partagé dans tous les pays. Est-ce que la médication est révisée? On s'aperçoit qu'elle n'est pas révisée systématiquement et que pour 1/3 à 2/3 des patients, la médication, une fois qu'elle est commencée, se poursuit sans que personne s'occupe de réviser les raisons pour lesquelles les médicaments sont pris. Est-ce qu'il y a des problèmes d'accès aux médicaments? Oui, il y a des problèmes d'accès aux médicaments. Il y a entre, on va dire, 5 ou 6% et 22% de personnes qui n'ont pas accès aux médicaments qu'on leur a prescrits pour différentes raisons, et entre autres leur coût.
Alors, ce sont des systèmes aussi, partout, qui semblent avoir un manque de réactivité. Alors, on se souvient en France, il y a plusieurs années, la canicule, le C'est difficile, le SRAS. Quand de nouveaux problèmes arrivent, ces systèmes sont lents à réagir, ou quelquefois ils surréagissent, hein, comme le H1N1. Bon, on se dit, voilà. Alors, on a l'impression que le degré d'ajustement aux problèmes externes n'est jamais à la bonne mesure. Et puis, on a des problèmes alors très, très angoissants. On le voit dans les journaux au Québec beaucoup, mais c'est vrai ailleurs aussi. C'est qu'est-ce qu'on l'on fait à nos personnes dépendantes, et en particulier à nos personnes très âgées. Et ce que l'on fait à la 4e génération, aux vieux de 85 ans et plus, est pas beau, en général. Et c'est des gens qui sont des personnes qui, au fond, n'ont plus de fonction sociale, et collectivement, on ne sait pas très très bien quoi faire avec. Hein, c'est la 4e génération, c'est la 3e génération, celle qui a 50, 60 ans, elle est coincée entre son rôle de grand-parent et son rôle d'assistance à des parents en grande dépendance, et on ne sait plus comment s'en sortir. Et socialement, on n'a pas de modèle, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça arrive, de la façon par laquelle on est capable de traiter cette 4e génération. Ces systèmes, tous nos systèmes, dans tous nos pays, connaissent des croissances de coûts importantes, et cette croissance des coûts entraîne une interrogation sur l'efficience et la viabilité à long terme de nos systèmes d'assurance maladie. Alors, des données bien classiques, c'est toujours les mêmes, celles de l'OCDE, à peu près les dernières, que l'on prenne à votre gauche les dépenses per capita ou à votre droite les dépenses en pourcentage du PIB, ce que l'on constate, c'est que les dépenses augmentent. Alors, les dépenses en fonction du PIB augmentent à des rythmes variables. Alors là, je n'ai pas reproduit les rythmes variables, c'est très très classique. Crise économique, généralement crise du pétrole, en 70, en 80, fin 90, 2008. Donc les grandes crises économiques font en sorte qu'il y a ralentissement de l'activité économique, il y a le PIB qui se tasse, les dépenses de santé restent constantes, la part des PIB, des dépenses de santé par rapport au PIB a tendance à augmenter. Alors si vous regardez, c'est tout à fait intéressant, ici, les dernières années, ici, croissance très rapide des dépenses de santé partout, après 2008, cette croissance très rapide, elle est due au tassement du PIB et au maintien des dépenses de santé. Hein, donc, bon, c'est juste un peu un artefact, parce que quand on prend les dépenses per capita, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'accroissement, les dépenses per capita restent stables. Alors, est-ce que la croissance, en gros, des dépenses, plus rapidement empreinte de long terme, 80, 2009, et on peut redescendre encore plus loin, est-ce que la croissance des dépenses par rapport à la richesse collective, le PIB, ou en per capita, est un problème? Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est que s'il n'y avait pas de croissance des dépenses de santé, ou d'évolution des dépenses de santé par rapport au PIB, on serait dans une espèce d'inertie, de stabilité qui serait terriblement angoissante. Il est normal que dans un PIB, il y ait certains secteurs qui augmentent, certains secteurs qui se tassent. Il est normal que tout ce qui a trait aux nouvelles technologies électroniques voit leur part dans le PIB augmenter à un rythme très important. Il est normal que l'agriculture se détériore dans le PIB parce que d'autres raisons. Donc, que la santé prenne de l'importance dans le PIB, alors qu'on a vu que la santé était une valeur importante, que c'était une mission lourde de l'État, c'est juste normal. Pourquoi, dans le domaine de la santé, une tendance qui pourrait paraître normale et souhaitable est vue comme problématique? Et je pense qu'elle est vue comme problématique parce qu'elle entraîne de la redistribution. Et que dans d'autres secteurs, on est dans une logique de marché, tandis que là, on est dans une logique explicite de financement par l'État, et que l'État est l'organisateur de la redistribution. Et que c'est cette redistribution, à travers l'impôt, qui en fait chatouille désagréablement le portefeuille des plus riches. Et que c'est pour ça qu'il y a tous ces lobbies de droite qui nous parlent des dépenses incontrôlées du système de santé, du fait que c'est plus soutenable, mais il n'y a rien qui dit là-dedans que ce n'est pas soutenable, il n'y a rien qui nous permettrait de dire qu'on dépense trop. Si on pouvait être certain que l'équité, l'accessibilité, la qualité étaient au rendez-vous.
Et ces lobbies de droite se trouvent confortés dans leur accusation par le fait qu'ils peuvent dire regardez combien on dépense, on est en train de tous aller à la faillite, et en plus de ça, la qualité n'est pas bonne, l'accès n'est pas bon, il y a déjà on a déjà des systèmes à 2, 3, 4 vitesses, donc il n'y a pas de raison de... Bon, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? C'est que, est-ce que le Québec est en pénurie? Est-ce que le Québec, le Canada sont en pénurie d'argent? Est-ce qu'on est un système qui est comme la Corée du Sud ou Cuba, tellement public qu'il n'y a aucune marge d'innovation possible? Ce que l'on peut regarder, c'est que c'est complètement faux. Le Québec est à 12 et quelques % des dépenses de santé en 2009 derrière les États-Unis, mais devant la France, devant l'Allemagne, devant le Danemark, plus haut que le Canada, devant la Suisse. Donc au Québec, par rapport à notre richesse, nous consommons beaucoup et nous dépensons beaucoup pour notre système de santé. Le Québec, en termes de la part privée-publique, se trouve dans une très honnête dans un très honnête groupe de pays dans lequel les dépenses privées tournent entre 25 et 35%, c'est la plupart des pays développés. Donc par rapport aux autres, dire qu'au Québec, soit alors, est-ce qu'on n'a pas assez d'argent, est-ce qu'on est en pénurie d'hôpitaux, est-ce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre médicale, en tout cas en termes de dépenses, ce n'est pas évident. Nous avons dans tous ces domaines-là un outsider, ce sont les États-Unis, qui sont dans un univers à eux-mêmes. Et c'est intéressant de regarder aux États-Unis simplement ici la colonne verte et de s'apercevoir que les États-Unis, si on prenait simplement les programmes Medicaid, Medicare, représentent à peu près $3 000 par personne par an, et que ça les mettrait à peu près au niveau de toutes sortes d'autres pays ici, comme le Royaume-Uni, la Suède, la Nouvelle-Zélande, sans avoir du tout de privé. Donc la partie publique aux États-Unis coûte aussi cher que la totalité des coûts de bien d'autres pays. Les dépenses privées en santé, je vous dis, sont importantes, j'en ai déjà parlé, et ces coûts ne sont pas simplement des coûts, il y a aussi des ajustements structurels importants. Si nous prenons l'exemple du Québec et que nous regardons quelle est la part que représentait l'hôpital, les autres organismes, les médecins, les autres professionnels, les médicaments, dans les dépenses totales en santé de 1980 à 2009, nous observons que l'hôpital, qui représentait 50% des dépenses de santé en 80, ne représente plus aujourd'hui que 26% des dépenses totales en santé. L'hôpital, aujourd'hui, est moins du tiers des dépenses totales en santé. Ce qui était le symbole du système de soins, le lieu par excellence où on pensait recevoir des soins, est moins de 25% des dépenses. Par ailleurs, les médecins ont tendance à avoir diminué leur importance relative, bien qu'il y a une reprise actuellement après les négociations et la revalorisation des salaires. Et le gros secteur en croissance exponentielle, c'est le secteur des médicaments. Et vous avez l'impression que si vous preniez les médicaments ici, puis vous les mettez à l'envers sur les dépenses de l'hôpital, on aurait l'impression que ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé l'hôpital pour le donner aux industries pharmaceutiques. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Juste quelques éléments. Qu'est-ce qui se passe au Québec? En termes des dépenses de santé en pourcentage du PIB, on a ici les dépenses totales. On voit que le Québec est un peu au-dessus du Canada. On voit que quand on a les dépenses publiques augmentent, mais à un rythme inférieur aux dépenses totales, et que les dépenses privées, aussi bien pour le Canada que pour le Québec, augmentent, et le taux de croissance ici, on ne le voit pas sur ce graphique suffisamment, mais est substantiellement plus élevé que la droite ici, que les droites ici. Et ce qui nous amène à regarder comment évoluent au fil du temps de 1975 à aujourd'hui les dépenses privées par rapport aux dépenses publiques. On voit qu'on est dans un système dans lequel la dépense publique en rouge en haut a tendance à se rétrécir au profit de la dépense privée. On pourrait poursuivre ces tendances tout à fait stables et établir à quand on aura 50-50. Ou bien quand on va avoir un privé suffisamment fort pour qu'on soit plus capable de maintenir un système public universel. Mais la tendance est lourde. Et alors là, des choses qui sont particulièrement angoissantes, parce qu'on voit qu'on dépense, mais qu'est-ce qu'il en est pour les services? Alors là, il y a des travaux qui ont été faits, entre autres par Damien Gontran-Rochoulas, mon fils, qui a travaillé sur les données de la RAMQ,
et qui a regardé comment évoluer. Comment évoluer ici des indicateurs financiers, des coûts totaux, des coûts unitaires par services médicaux et des coûts et des coûts. Bon. Donc un coût total, un coût total en rouge, un coût unitaire de service médical donné et un coût total en bleu des services médicaux, ça c'est le coût total du système. Et puis en bas ici, on a des informations sur le nombre de médecins en bleu, sur le nombre total de services, sur le nombre de services par habitant et sur le nombre total de services par médecin. Et alors là, quelque chose d'absolument choquant. C'est que ce que l'on a fait, c'est que l'on a donné plus d'argent à nos collègues médecins et qu'au fil du temps, plus on leur donnait d'argent, plus ils rétrécissaient la quantité de services qu'ils donnaient à la population. Et lors des dernières négociations où il y a eu un accroissement important d'ici des revenus, on s'est aperçu que ça a réduit de façon encore plus importante le nombre de services par médecin et le nombre de services par patient. Donc les problèmes d'accès, le nombre qu'on n'a pas de médecins de famille, ne semblent pas être solubles ou qu'on ne va pas pouvoir les résoudre par un accroissement du nombre de médecins si on continue à faire en sorte que l'on augmente aussi les revenus à un point tel que les médecins décident de travailler finalement avec moins d'efficience, moins d'efficacité, moins de productivité. Alors c'est vrai pour les médecins généralistes, c'est vrai aussi pour les médecins spécialistes. Alors maintenant, on reprend le même tableau que tout à l'heure, des performances, on l'a vu, en termes de qualité, d'accès, d'efficience, d'équité, qui sont variables. Est-ce qu'il y a une relation entre le score ici, le premier pays, le rang global, le premier pays, la Hollande, le deuxième pays, le Royaume-Uni, le troisième pays, l'Australie? Est-ce qu'il y a une relation entre ce rang, en termes de qualité du système, en fonction de ses propres objectifs, et les dépenses de santé per capita, ou le pourcentage des dépenses privées, c'est-à-dire le mix privé-public. Et on s'aperçoit qu'il n'y a strictement aucune espèce de relation, quelle que soit la façon dont on s'y prenne, pour mettre en relation ce que l'on dépense et ce que l'on obtient. Donc la préoccupation autour de l'efficience devient absolument centrale. Ce que l'on a partout aussi, dans tous les pays, ok, j'ai encore 10 minutes, ce qu'on a à peu près 5 minutes, on a à peu près partout dans tous les pays, ce sont des discours incantatoires sur les réformes nécessaires. Il y a un accord très très grand sur le fait que c'est pas compliqué, il suffit de faire de l'intégration, il suffit d'améliorer la qualité, il suffit d'accroître la responsabilité, d'accroître l'accessibilité aux soins et tout ira bien. Alors, deux constats. Premier constat de ce que je vous ai montré, c'est que, et puis il me semble que c'est important, si les problèmes sont de même nature dans les différents pays, avec des amplitudes différentes, c'est que probablement les causes devraient être les mêmes. Et on peut assez bien identifier quels sont les grands facteurs qui sont à l'origine de tous les différents problèmes que j'ai énoncés. Certainement, il y a des éléments qui vont tourner autour de développement des connaissances, développement des techniques, c'est-à-dire tout ce qui est l'innovation technologique. Certainement des éléments associés à la population, vieillissement, nouvelles maladies. Certainement aussi des éléments qu'on va voir apparaître avec plus de poids encore sur la dégradation des environnements, avec déjà des indices comme quoi les espérances de vie commencent à se tasser. Et finalement, quelque chose qui pèse extraordinairement lourd, pensez au débat en Europe actuellement sur nos pays, c'est la question des marchés financiers dans leur relation avec les États et la crise la crise financière qu'on a connue en 2008. Comment? Alors, premier élément. Donc, ce qui pousse le système dans cette direction, ce qui l'entraîne à évoluer dans une direction prévisible et problématique que je viens d'illustrer, sont ces grandes forces-là. Mais le deuxième constat, c'est qu'il y a un très large accord sur ce qu'il faudrait faire. Il faudrait maintenir un financement public, intégrer les soins, améliorer la qualité, organiser une première ligne responsable sur les territoires, repenser la gouvernance et l'imputabilité, mettre de l'information de bonne qualité au service de tous, et en gros, on devrait pouvoir gérer le système comme du monde. Observation, on ne le fait pas. Alors, problème, on voit qu'on a une situation qui devient très problématique, que ces forces
sont des forces qui poussent à des situations de crise. On sait quel devrait être le contenu des réformes et on observe qu'on est incapable de mettre en œuvre les transformations requises pour sortir de cette trajectoire qui pose problème. L'inquiétude grandit, les gens sont inquiets. Pourquoi n'arrive-t-on pas à faire ce qui était souhaitable? Comment mettre en œuvre les réformes nécessaires? Quelle gouvernance permettrait d'améliorer de façon continue la performance? Alors là-dedans, très rapidement, alors comment visualiser ce qui est en train de se passer en deux transparents? Premier transparent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que une population dans un environnement en vert est soumise à des développements des connaissances et des progrès techniques. Ce sont des populations vieillissantes et cette population, dans un environnement qui se détériore, fait en sorte qu'il y a en permanence une espèce d'élargissement du domaine d'intervention de la médecine, forte demande sociale pour accroître la couverture d'assurance maladie et des intérêts extraordinairement forts qui vont pousser pour élargir de jour en jour ce qu'est le domaine d'intervention de la médecine. Et là, je pensais au livre d'Adler, mais je n'ai pas le temps d'aller là-dedans. En même temps que ce haut de la dynamique se met en place, on a le bas de la dynamique qui se met en place aussi. Mondialisation des échanges commerciaux et surtout financiers, crise, pression sur les finances publiques liée aux impératifs financiers qui forment une espèce d'entité à part entière déconnectée de la production, qui fait en sorte que ça devient de plus en plus difficile pour l'État de financer ses services de santé, pour lesquels il y a une attente de plus en plus lourde. Alors, la crise, c'est tous les gouvernements, que ce soit le nôtre en fin de parcours ou M. Hollande en début de parcours, se trouvent dans une situation où ils veulent répondre aux aspirations légitimes de la population à l'égard de la santé. C'est la base de leur légitimité politique, c'est des choses qui sont essentielles si on veut être élu, être réélu. Et en même temps, on ne peut pas, si on veut rester une société démocratique qui a une autonomie de moyens et de politique par rapport aux impératifs financiers et aux grandes banques, il faut absolument contrôler les dépenses du système de santé pour participer à l'assainissement des finances publiques. Sinon, on va, comme la Grèce, se trouver dans une situation de quasi-faillite. Quand on est là-dedans, qu'est-ce qu'un gouvernement peut dire? Il n'a pas le choix. Il ne peut dire qu'une chose, ce qu'on nous dit depuis 40 ans. Mais ne vous en faites pas. Il est possible de faire plus et mieux avec les ressources existantes. Il suffit de changer les modalités d'organisation. Il suffit de changer les pratiques. Il faut relever le défi de la performance. Et là, de droite à gauche, accord sur le discours. Accord sur le discours, il est possible de faire mieux. C'est juste que les administrateurs ne sont pas bons, c'est juste que, et vous allez voir, dès qu'on aura un nouveau ministre de la Santé, dès qu'on va avoir un nouveau gouvernement, vous allez voir, ça va s'arranger. Hein? Alors, vous vous souvenez, M. Charest était élu, durant mon premier mandat, je vous promets, garantie jurée crachée, qu'il n'y aura plus d'attente aux urgences. Bon. Là où il y a des accords, c'est sur le comment. Des accords sur le comment, il y a deux grands courants du comment. Il y a le courant que je vais appeler vite de la droite. On va régler les choses par plus de compétition. C'est la réforme par la privatisation. Et le discours sur l'intégration. On va régler les problèmes en améliorant l'intégration, en transformant la gouvernance. C'est la réforme par la gouvernance. La réforme sur la privatisation, elle se justifie par trois arguments. On n'a plus les moyens, le vieillissement va faire exploser le système, le privé est plus efficace. Les trois sont faux. Donc je ne vais pas plus loin, il ne s'appuie sur aucune connaissance, c'est du discours à 100% idéologique. Toutes les études, tous les travaux qui sont faits nous disent « c'est pas vrai ». C'est pas vrai qu'on n'a plus les moyens, c'est pas vrai que le vieillissement va faire exploser le système, ça coûte 1% par an, c'est pas vrai que le privé est plus efficace. Bon. Donc, on est obligé, si on est un petit peu analytique, universitaire, et si on lit un peu ce qui se passe, de dire le choix, il n'y a pas de choix, la seule option, c'est la réforme par la gouvernance. Et la réforme par la gouvernance va s'articuler autour de l'idée d'intégration. Alors, l'idée de cette intégration, alors M. Couillard nous disait il faut donner accès aux soins de qualité à l'intérieur de délais raisonnables. En France, le projet Patients, Santé, Territoire a pour objet d'améliorer l'accès de tous
à une offre de soins de qualité rationalisée sur l'ensemble du territoire. M. Grumman, prix Nobel d'économie, nous dit le problème central du système de santé américain, c'est sa fragmentation. On pourrait faire beaucoup mieux en s'inspirant de systèmes intégrés comme celui des vétérans. Pourquoi on n'arrive donc pas à faire ce qui est nécessaire? Et je pense, alors là je vous le propose, puis je vais terminer sur quelques idées là-dessus, je vous le propose, à partir de la question que j'ai posée, on peut prendre toutes sortes d'avenues. Là, je n'ai pas le temps d'en prendre toutes ça, j'en prends une, et je vous propose d'y réfléchir, parce que c'est celle qui m'intéresse ces temps-ci. Les systèmes de santé, dans les systèmes de santé coexistent partout 4 formes de régulation. La régulation marchande, une régulation technocratique managériale, une régulation professionnelle, une régulation démocratique participative. Chacune, alors ce qu'on peut observer, je n'ai pas le temps de les décrire plus en détail, mais vous avez une idée de ce que ça veut dire, chacune de ces 4 logiques agissent ensemble, agissent simultanément, plutôt simultanément, pas ensemble, dans le système de santé. Première observation. Deuxième observation, d'évidence, toute décision, pour pouvoir être comprise, avoir du sens, doit s'inscrire dans une de ces 4 logiques. Ce n'est pas un panaché d'un peu de technocratie, un peu de professionnalisme, un peu de participation qui va nous permettre de comprendre une décision. Alors, et le troisième, c'est donc toute réforme, puis je fais un néologisme, qui est monologique et vouée à l'échec. Et penser aux échecs d'un plan systématique qui régulerait tout par une logique managériale, penser à une logique de marché libre, sans contrainte, qui réglerait le système de santé, c'est impensable. Commencer à une espèce d'émergence de démocratie participative, démocratie directe et participative, où toutes les décisions seraient prises par tous les employés dans tous les coins du Québec, ça serait quand même pas vivable. Et un système qui serait géré par les professionnels, qui seraient les grands dieux, non seulement des soins, mais aussi du système, on sait que ça ne fonctionne pas. Donc on est pris à reconnaître que chaque logique, et là on va arriver sur l'image du territoire, chaque logique a un espace potentiel d'action. Je postule, je vous propose de considérer que la logique professionnelle, elle est indispensable au micro, c'est-à-dire au niveau de la gouvernance des processus cliniques. La logique démocratique, participative, elle est particulièrement puissante au niveau macro pour établir les grands principes structurants du système. L'universalité, l'intégralité, les types de financement, l'accessibilité. Et les logiques managériales et les logiques marchandes sont en tension dans la structuration du système de soins, des organisations et de leurs relations. Alors il y a des espaces, il y a des espaces au niveau micro, les décisions cliniques, qui vont qui vont être à l'origine de la capacité du système de soins à donner des bons services aux gens qui sont malades. Au niveau méso, l'organisation de l'offre de soins. Au niveau macro, la définition des principes organisateurs. Et donc, on peut imaginer 3 types d'espaces. Alors, pour accroître l'intégration, la gouvernance doit faire quoi? Elle doit établir des frontières. Alors, la nouvelle gouvernance, celle dont on parle, celle qui serait porteuse d'intégration, quand on essaie de dire quelle devrait être la vision de gouvernance, sa gouvernance est toujours un projet prospectif, quelle est la vision de gouvernance qui devrait prévaloir, c'est qu'une gouvernance ne peut pas faire l'économie d'établir des frontières légitimes et reconnues entre des espaces d'action de chacune des logiques. Sa fonction devient donc une fonction de gérer des frontières pour que des acteurs aptes à agir dans une logique puissent le faire en fonction des finalités du système et qu'en même temps leurs actions dans cet espace soient reconnues comme légitimes par tous les autres acteurs. Il faut développer une vision prospective pour en même temps penser que ces frontières sont toujours des frontières mobiles et qu'il faut penser l'évolution des frontières en fonction des forces externes et des ressources disponibles. Et il faut des outils de mesure globaux intégrés pour apprécier comment le système évolue, ce que j'appellerais des outils de mesure de la performance des organisations, des pratiques et des systèmes. Alors, pour accroître l'intégration, il faut en particulier, entre autres,
au-delà de cette gestion des territoires, et là on est dans le Moyen-Orient, hein, on a l'exemple de la Palestine d'Israël, comment gérer les frontières, comment faire évoluer les frontières, c'est ça dont on parle. Quand on parle de l'intégration européenne, on parle de la gestion des frontières, de la gestion des compétences. L'intégration, c'est ça qu'elle dit. Il faut gérer des frontières entre des espaces en mobilisant le potentiel de ce qui peut se passer dans chacun des espaces au profit d'une totalité. Et entre autres, il va falloir qu'au niveau micro, les pratiques professionnelles, il va falloir au niveau micro des pratiques professionnelles gérer les luttes entre les professions pour l'occupation de l'espace de la clinique. Autrement dit, on a deux niveaux d'analyse. On a un premier niveau d'analyse qui est celle des grandes logiques et des grands espaces, et on a un deuxième niveau d'analyse, c'est l'espace de la clinique qui fait l'objet de luttes fratricides et contre-productives pour l'ensemble du système. Il faut donc arriver à trouver les façons d'articuler la coordination et la coopération. Si je prends des mots simples, la coordination, c'est ce qui vient d'en haut. C'est la rationalité, la division des tâches, l'optimisation des processus, l'efficience, les méthodes Lean, bien chères à notre ministre de la Santé de Bolduc. La coopération, c'est quelque chose qui se vise, développe au niveau micro. Ça repose sur la confiance, ça demande un accord sur le projet commun de travail, ça se met en œuvre localement en fonction de besoins et de compétences disponibles, et c'est extraordinairement sensible au système d'incitation dans lequel les pratiques professionnelles se mettent en place. Il n'y aura pas de gouvernance du système de santé si on n'a pas un projet explicite de définition de ce qu'est la gouvernance clinique. C'est donc la mise en tension positive de coordination et de coopération. C'est à ce prix-là que les réformes devraient pouvoir donner un effet, qu'on pourrait sortir de la trajectoire de crise et prendre le chemin d'une véritable intégration. Je vous remercie.